Excellent. Tout d'abord, bienvenue à ce webinaire qui porte aujourd'hui là, sur les alternatives dites écologiques aux jouets en plastique. C'est vraiment des coups de cœur autant que j'ai par rapport à mon parcours, tout de même que des alternatives aussi que des éducatrices, autant la petite enfance que des enseignantes à l'école primaire aiment beaucoup utiliser, autant avec mon parcours en éducation par la nature par le passé. Donc, c'est des éléments aussi que j'aime beaucoup utiliser. Donc, on cherche vraiment ici à retrouver des alternatives. Donc, à ces objets de plastique qu'on utilise de manière récurrente là, dans la vie quotidienne. Donc, l'objectif ici, pour cette présentation, ça va vraiment de présenter, comme j'ai dit, les alternatives écologiques, mais vraiment nos coups de cœur, les coups de cœur des éducatrices, des enseignantes avec qui j'ai travaillé par le passé, mais de venir vraiment aussi démontrer comment le jeu des enfants peut en bénéficier. Tout simplement, donc, on va prendre les éléments, nos coups de cœur, puis on va venir décortiquer par des schémas de jeu. Donc, on va combiner deux éléments en même temps. Donc, on va rejoindre l'utile à l'agréable. Euh, Avant d'aller plus loin, je voudrais me présenter. Pour ceux qui regardent le webinaire en rediffusion, puis c'est la première fois qu'ils se joignent au webinaire. Donc, je m'appelle Rosalie. Je suis la fondatrice de Nalu Éducation, mais aussi formatrice. Je donne plusieurs formations, autant sur amener la nature à l'intérieur, comment aménager sa cour extérieure pour qu'elle soit plus naturelle, mais aussi comment utiliser les pièces matériaux libres. On est autant, les webinaires peuvent être vus en rediffusion autant sur YouTube, il y a du contenu également sur LinkedIn, mais également sur Facebook. Vous m'excuserez, j'ai un petit chat dans la gorge. Donc, on commence. Vous aurez compris que j'ai une petite tendance là, avec les pièces matériaux libres, aussi comment on vient trouver une alternative aux jouets en plastique. Donc, c'est en proposant une alternative qui est plus éco-responsable. Mais aussi, avant d'aller plus loin, je voulais vous présenter la différence. Qu'est-ce que c'est la différence entre un jouet, mais aussi entre une pièce de jeu. Donc, un jouet, on parle plus, tu sais, ici, on peut parler entre autres d'un camion, on peut parler aussi d'éléments qui ont vraiment des fonctions plus définies. Quand on parle de, par exemple, ce fameux camion, les enfants peuvent l'utiliser autant pour le pousser, autant pour maintenir leur équilibre, ou autant pour apprendre à marcher, mais aussi on peut parler, les enfants peuvent le remplir, mais le vider. Donc, les fonctions sont sont bien dirigées, sont très spécifiques. C'est pourquoi aussi, souvent, on va trouver un jouet avec une forme et des couleurs aussi très spécifiques. C'est souvent une utilisation qui est imposée. Fait que ça, c'est bien la distinction du jouet. On parle aussi d'un jeu qui est plus structuré, donc ça amène des règles parfois implicites. On peut se poser la question justement sur ce camion-là, les enfants vont l'utiliser pour le rouler, peut-être transporter d'autres types d'éléments de la nature. Il y en a qui vont mettre du sable, qui vont le vider, mais c'est très implicite, c'est plus structuré. Pourquoi je dis stimulation limitée? C'est quand je le compare avec une pièce de matériel libre. Quand on parle de stimulation limitée, c'est que ça fait plus référence aussi aux trois autres critères, donc on est plus dans les fonctions définies. C'est pour ça qu'aussi le matériel, euh, aussi quand on parle de stimulation, ça va avoir c'est moins axé sur l'ouverture au jeu, c'est moins axé aussi sur l'imaginaire ou la créativité, donc c'est très implicite. Du moins, c'est plus implicite. Quand on parle, si on le distingue d'une pièce de jeu, on va plutôt parler ainsi des fonctions, s'il n'y a pas de fonction fixe. L'enfant peut le transformer, l'utiliser au gré de son imaginaire. Donc, on est vraiment, si on prend par exemple une bûche, la fameuse bûche de bois là, qu'on peut voir, peut être utilisée ça comme une table, un tambour, et ça, c'est mes définitions à moi. Mais c'est pas celle de l'enfant, bien évidemment. Mais ça peut être perçu comme pour l'enfant aussi comme une table ou comme un tambour. On est plus dans quelque chose de polyvalent, donc on dit que les pièces matériaux libres favorisent davantage l'inventivité, la créativité et la découverte. Donc parfois, ils vont venir les combiner pour vraiment venir agrémenter leur jeu. Puis c'est souvent aussi comme ça que les enfants choisissent leur jeu. C'est quand il y a beaucoup plus de fonctions dans une pièce. Je vais faire le parallèle le plus loin sur le choix du jeu de l'enfant. On va aussi parler dans les pièces de jeu, on va parler davantage parce qu'il y a des, voyons, il y a des données de recherche scientifique qui prouvent qu'en fait, les pièces matériaux libres contribuent aux 5 sphères de développement. Donc, c'est intéressant. Et puis, on parle de stimulation sensorielle aussi illimitée.
Pourquoi? Parce que les pièces matériaux libres, c'est aussi des éléments de la nature, autant que ça peut être des pièces qui sont dites plus manufacturées, mais recyclées. Donc, les enfants peuvent l'utiliser un peu comme ils veulent. C'est pour ça qu'on parle de stimulation sensorielle illimitée. Je vous amène à pourquoi il faudrait remplacer. Donc, on parle ici plus de la tangente. Je vous mets la table de pourquoi on remplace les pièces matériaux libres, pourquoi on remplace les jouets en plastique. Dans quelle perspective, en fait, qu'on les remplace par des matériaux libres? C'est vraiment dans une optique que je vous ai parlé au niveau du développement global. Donc, ça contribue au développement global, autant en stimulant la motricité que la créativité, que la collaboration, même la résolution de problèmes. On va voir les enfants qui vont utiliser du matériel parfois très gros. On le voit en éducation par la nature, entre autres, où les enfants vont prendre des gros bio pour les transporter ensemble, donc pour même l'amener d'un point à l'autre. Donc, des fois, il va falloir qu'ils passent par-dessus une roche, quoi que ce soit. Ben, c'est les mêmes problématiques aussi qui peuvent encourir dans une cour naturalisée. Donc, quand on leur met du matériel libre polyvalent, ils vont trouver des solutions à leurs problèmes. Je vous reviens avec stimulation sensorielle. Donc, matériaux libres, ça peut être autant du tissu que ça peut être des pommes de pin, que ça peut être des petites roches, que ça peut être aussi des seaux en métaux galvanisés. Ça peut être aussi des petites perles, ça peut être des petites roches. Ça peut être aussi des formes de plastique recyclées. Donc, on est vraiment dans les textures aussi, dans les poids, dans les formes. Pourquoi on parle de formes? Parce qu'il y a différents types de formes dans le matériel. Juste dans le bac à recyclage, on sait qu'il y en a beaucoup. Donc, c'est pour ça qu'on parle de stimulation sensorielle. On parle de polyvalence, c'est direct dans le mot, donc matériaux libres polyvalents. Donc, pourquoi on parle de polyvalent? Parce qu'il peut être utilisé de multiples façons. Donc, l'objectif, c'est vraiment de favoriser le jeu libre, l'imagination. On parle aussi de connexion avec la nature parce que on sait bien que, du moins, ou peut-être que je vous l'apprends, la neige, c'en est un matériel libre. Donc, heureusement ou malheureusement pour d'autres, elles fond actuellement, mais elles se transforment en eau. L'eau est aussi un matériel libre, polyvalent. Donc, on découvre de nouveaux matériels libres comme la boîte qui se cache en dessous actuellement, le gazon qui repousse les feuilles, qui crée une belle compote, là. C'est magique. Donc, cette connexion à la nature. C'est par quoi aussi on remplace les jouets de plastique. On va parler de moins de surstimulation. Il y a une particularité des jouets. Une des principales particularités du jouet, ça a été, ils ont été conçus en fait au niveau marketing pour vraiment accéder, pour que l'enfant se connecte directement avec le jouet. Donc, le jouet appelle l'enfant. C'est pourquoi, en fait, qu'on parle de moins de surstimulation. On est moins dans les jouets, avec les pièces matériaux libres, on est plus dans du contenu de la vie quotidienne, ou du moins des pièces qu'on peut considérer moins conventionnelles. Donc, contrairement aux jouets de plastique, où les couleurs sont très criardes, ben, les matériaux libres, eux autres, vont avoir moins tendance à attirer l'œil, mais pour nous, ou du moins pour l'enfant aussi du premier coup d'œil, mais ils vont avoir tendance à les délaisser, ces pièces-là, avec le temps, puis commencer à jouer avec d'autres éléments. Puis un beau petit parallèle ici, c'est ma mère, elle a pris la peine d'aller acheter un seau pour aller jouer dans le sable avec les petits-enfants de ma belle-sœur, de ma demi-sœur. Puis chose drôle qu'elle me dit, on était au téléphone, elle me dit, je comprends pas pourquoi j'ai acheté ça. Je dis non, moi non plus, maman, je comprends pas. Elle dit pourquoi? Ben, je dis, c'est sûr qu'elle allait jouer avec les coquillages. Tu es en train de me dire qu'ils prennent les coquillages, puis ils prennent tout, sauf les seaux. Bon, ils prennent le seau, mais ils prennent la pelle la plus percée de la gang. Donc, c'est comme ça que les enfants jouent, parce qu'il y a plus d'options. C'est pourquoi les enfants choisissent sur le long terme. Et je vais vous amener aussi le côté, ben on change, on remplace les jouets de plastique parce que ça a une durabilité puis une écologie, les pièces matériaux libres. Donc, c'est dans cette vision-là, on amène les enfants à réutiliser le matériel qu'on a. Est-ce que c'est biodégradable? Donc, ici, on parle vraiment des éléments de la nature. Quand on parle de récupérer, c'est notre fameux bac à recyclage. Puis l'objectif aussi, c'est de réduire l'empreinte écologique. Donc, c'est tout dans cette tangente d'éducation par la nature où on essaie d'enseigner l'éco-responsabilité. Et je vous amène à qu'est-ce que c'est, petite parenthèse ici, là, il y a deux volets là, que j'aime beaucoup. Donc, on essaie de réutiliser, de réduire. Donc, au niveau de l'écologie, d'utiliser des matériaux recyclés, on est plus dans la diminution des déchets, de la pollution. Donc, ça fait un sens à mon avis. L'objectif aussi, c'est ça réduit la consommation des ressources et de l'énergie.
L'objectif aussi, c'est au niveau écologique, ça va être de valoriser les pratiques durables auprès des enfants. Donc, il y a tout ce côté pédagogique-là qui s'enseigne autant en utilisant le matériau libre. Donc, on stimule la créativité, la débrouillardise. Et c'est des choses aussi qui se transposent euh, dans la vie courante d'aujourd'hui, même en tant qu'adulte. Donc, on utilise tout le temps souvent ce qu'on a sous la main, tout le temps ou souvent, ce qu'on a sous la main pour venir amalgamer avec ce qu'on a. Donc, le fameux camping. Donc, en camping, ah non, j'ai oublié la corde. Donc, qu'est-ce que je fais pour monter l'abri? Il a oublié son sleeping bag. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai pas de matelas de sol. Qu'est-ce que je fais? Donc, on prend ce qu'on a aux alentours pour venir vraiment euh, euh, atteindre un objectif très spécifique pour répondre à notre besoin. Donc, c'est un peu ce que les matériaux libres font en petite enfance ou même à l'école primaire. Donc, c'est l'objectif. Au niveau pédagogique, même de réutiliser, réduire. Donc, on amène aussi les enfants à encourager, ça encourage l'imagination par l'usage d'objets non conventionnels. Comme je vous disais, souvent les gens vont penser, ah, ils veulent jouer, donc je vais leur acheter des jouets. Donc, on n'est pas là-dedans. Donc, on va prendre plutôt ce qu'on a à la maison, ou du moins ce qui est à proximité, pour vraiment en venir créer quelque chose d'intéressant pour le jeu de l'enfant. Et comme je vous ai dit, la dernière particularité, ben, c'est au niveau de développer de l'éco-sensibilité dès le jeune âge. C'est encore plus vrai aujourd'hui, celui de plus en plus. Donc, il y a vraiment des données probantes là, qui disent exactement que, et ce n'est non discutable, là, donc il y a des changements climatiques. Cette éco-sensibilité-là, le fait de la biodiversité, comment est-ce qu'on la promouvoit à petite échelle. Donc, c'est en cueillant, d'avoir des techniques de cueil qui sont réfléchies, d'avoir aussi de faire attention aussi à ce qu'on utilise, à ce qu'on achète, et c'est tout dans cette perspective-là. Donc, le développement de l'éco-sensibilité, elle est là. Pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que c'est la raison pour laquelle on fait la transition du plastique vers des matériaux libres. Je ne dis pas que des matériaux libres polyvalents ne sont pas en plastique, mais l'objectif, c'est d'utiliser des matériaux libres qui sont dits, est-ce qu'on les réutilise pour réduire la quantité de choses qu'on achète? C'est un peu ça l'objectif. Et même, je vous amène dans une perspective qui est beaucoup plus intéressante et c'est ce pourquoi, en fait, puis là, vous avez vu, je ne vous ai pas encore présenté, mais même les objets qui sont coup de cœur, parce que je vais vous le présenter face à des intentions de jeu. Ils sont des coups de cœur parce qu'ils ont des intentions de jeu super fortes. Donc, je vous amène, comme dirait l'expression anglaise, I will walk through it with you. Donc, je vais vous amener au travers tout ça. Il y a un livre qui existe qui est super intéressant, qui parle des pièces matériaux libres. Et c'est Dali et Belogovski qui ont rédigé ces belles bibles-là. Donc, il y en a quatre. Donc, ça s'appelle Loose Parts, qui est le terme anglophone pour parler des pièces matériaux libres polyvalentes. Et vous avez plusieurs types de schémas de jeu. Ça parle aussi des différents types de matériel libre en fonction des schémas de jeu, grosso modo. Et puis, en le feuilletant, on se rend compte qu'il existe tellement de possibilités. Et là, si l'enfant a une intention de jeu, tout comme l'enfant va se trouver devant le jeu et va se dire, OK, ben, qu'est-ce que je choisis? Peut-être que ça va être un seau, peut-être que ça va être une pelle, une pomme de pin, des roches de différentes grosseurs. Est-ce que ça va être des tuyaux, des tissus, des caisses de lait, des pneus ou peut-être même des caisses de pain? Puis son interprétation personnelle, ça va peut-être être un. Là, c'est mon interprétation personnelle, là, hein. Ça peut être n'importe laquelle pour n'importe quel enfant. Et même en tant qu'éducatrice ou enseignante, vous allez avoir vos propres réflexions. Et j'utilise le terme féminin, bien évidemment, dû à la majorité. Donc, ça devient peut-être un bateau, une grotte, ou ça devient peut-être un château, des crocodiles. C'est eux autres qui décident. Mais l'important ici, c'est le fameux schéma de jeu. Donc, qu'est-ce que l'enfant veut faire? Et c'est là que vous rentrez en jeu. Puis c'est là aussi que le matériel libre, par rapport à la pièce, par rapport au jouet de plastique, il y a une distinction. C'est que, dans le fond, quand vous allez remarquer ce qui se passe de l'avenir, ce fameux schéma de jeu-là, votre manière, ça va devenir de le prolonger et de renforcer. Quand on parlait des pièces, quand on parlait des jouets, les jouets ont des fonctions plus définies. Quand on va venir combiner une autre pièce de matériel libre avec une pièce de matériel libre, souvent le jeu va juste évoluer. Et c'est là que c'est cool. C'est quand on remarque le type de jeu qu'ils sont en train de faire, on peut venir des fois combiner des éléments tout simplement, puis là, le scénario, il part.
sur du jeu libre incroyable. Puis que ce soit du jeu symbolique, que ce soit du jeu de construction, ça reste dans le jeu libre, à mon avis, c'est l'enfant qui décide de la tournure des événements. Et c'est là que vous allez pouvoir venir prolonger le jeu. Et vous allez voir, les pièces coup de cœur, c'est toutes des combinaisons. C'est vraiment cool. Parce que, ultimement, vous allez avoir un apprentissage global. L'apprentissage va peut-être se faire au niveau moteur, donc les habiletés motrices globales, ou bien au niveau de la motricité fine. Va peut-être se faire au niveau du langage, va peut-être se faire au niveau cognitif ou même au niveau social. Donc, je vous amène à mes préférés. J'ai fait un choix de mes préférés. Est-ce que c'est le choix préféré des enfants? Ça, on ne sait pas, mais on voit beaucoup je vois beaucoup les enfants expérimenter avec ça. Puis je trouve ça super cool. Donc, c'est pourquoi aussi je vous en parle, parce qu'ils ont des schémas de jeu aussi super intéressants. Donc, le premier, c'est la première combinaison, c'est le seau et la pelle. Le seau et la pelle qui sont en acier ou en acier inoxydable. Donc, ça se recycle. C'est ça qui est bien. C'est même durable aussi sur le long terme. Donc, ces petites pelles-là, on n'en voit pas le bout, en fait. C'est ça qui est le fun. Ce petit seau-là aussi peut se transformer, bien évidemment. Donc, il peut avoir des petits trous aussi dans le temps. Donc, c'est peut-être des choses intéressantes. À l'interprétation personnelle, un enfant peut voir la construction avec ce fameux seau, peut créer une belle petite montagne avec, ou même un château, peut créer aussi une mare aux grenouilles. Donc, tout simplement en mettant de l'eau, en mettant des feuilles, ça peut être aussi une potion magique, peut mettre des insectes aussi à l'intérieur en creusant avec la pelle, donc trouver les insectes. Au niveau du schéma de jeu, ce que vous allez pouvoir remarquer, en fait, de ces scénarios, de ces interprétations personnelles-là, la première chose, ça va être au niveau de transporter. Donc, est-ce que ça va être de permettre aux enfants de vider, même transvider? Donc, ça, c'est un schéma de jeu. Le prochain schéma de jeu, ça va être au niveau de transformer. La petite butte qu'ils ont créée une fois, est-ce qu'ils vont être capables de la recréer une deuxième fois? Peut-être pas. Est-ce qu'ils vont vouloir venir l'aplatir? Peut-être. Est-ce qu'ils vont vouloir venir faire des trous, venir le combiner avec d'autres choses? Ils vont vouloir changer la forme, venir la sculpter même. C'est une autre chose aussi. Changer la couleur en venant coller des feuilles parce que ça sera peut-être pas tout le temps brun ou peut-être pas tout le temps. En fait, ça risque pas mal d'être tout le temps brun. Euh, Est-ce qu'on peut venir. Ça va servir aussi peut-être à comprendre un autre schéma de jeu, entouré, enveloppé, donc pour permettre aux enfants de cacher quelque chose. Les enfants vont peut-être cacher des choses à l'intérieur de ça. Donc, peut-être retrouver, donc se mettre les mains là-dedans, brasser avec la pelle pour essayer de ressortir les petites roches, mais tout en créant un scénario de jeu qui est super libre. Et au niveau de l'apprentissage global, ben, juste transporter cette chaudière-là, tout dépendant de ce qu'il y a dedans, ça peut être un défi pour plusieurs, tout dépendant de l'âge. Au niveau de la motricité fine, prendre cette fameuse pelle, c'est quelque chose aussi. Elle est quand même assez grosse. C'est intéressant de voir manipuler ça avec le poids dedans, dans la petite pelle. Donc, pour les plus vieux, donc même de dès les 3 ans, là, comment c'est capable de l'utiliser. Donc, c'est intéressant. Même essayez-le avec les 2 ans et demi. Ça peut être excellent comme expérience. Au niveau du langage, donc, expliquer qu'est-ce que c'est, en fait. Donc, on est dans le matériel libre. Donc, expliquer le château, expliquer que c'est peut-être des petits gâteaux, expliquer l'histoire. Donc, il y a un scénario derrière ça qui est super intéressant, qui est super libre, qui est vraiment axé sur euh, de l'interprétation de l'enfant. Puis au niveau même cognitif, qu'est-ce qu'ils essayent de faire? Est-ce qu'ils essayent de recréer le même type de château, le même type de muffin, est-ce qu'ils sont capables? Non. Pourquoi? Donc, comment est-ce qu'on le fait? Puis est-ce que, au niveau social, ils vont demander un ami? Donc, ça, c'est autre chose. Même avec vous, est-ce qu'ils vont venir vous voir en tant qu'éducatrice? Puis je suis pas capable. Il y en a qui vont être capables de le dire ou il y en a qui comprendront pas, mais ils veulent réinterpréter la même chose pour que ça soit égal, peut-être, ou que ce soit par un. Donc, ils vont avoir un objectif. Grosso modo, je ne m'étendrai pas plus ces explications, mais ils vont avoir un objectif peut-être de demander aussi de l'aide ou de demander à un ami de venir jouer avec eux. Donc, ça peut être super intéressant. Donc, c'est pourquoi le seau et la pelle, les seaux, donc ça peut être plusieurs seaux, les petites pelles aussi peuvent être intéressants. Le deuxième, donc c'est une autre combinaison que j'aime vraiment beaucoup. J'avais suivi un petit webinaire là, sur les murs d'eau, entre autres, là, de Jill Bienenstock. C'est super intéressant. Donc, ce webinaire-là, je l'ai remis à ma sauce.
j'ai refait aussi, j'ai été chercher d'autres informations aussi ailleurs pour venir le combiner en un webinaire qui se retrouve aussi dans les webinaires qui sont disponibles sur YouTube. Donc, les fameux murs d'eau, comment est-ce qu'on les conçoit? Ce sont du matériel hyper intéressant. Les fameux connecteurs, les fameux tuyaux, je vous en parle dans ce webinaire-là aussi de quoi acheter, comment les monter. Et ces fameux entonnoirs-là, où les enfants, avec des plus gros, des moyens ou même des petits entonnoirs pour venir les combiner, ça peut être super intéressant. Au niveau de l'interprétation, donc, autant qu'ils peuvent être collés sur la clôture, autant qu'ils peuvent ne pas l'être. Ça peut devenir des belles rigoles, il peut y avoir des trous dans les tuyaux. Ça peut être aussi une glissade pour les bulles. Donc, je dis pourquoi une glissade pour les bulles? Parce que des fois, il y a de l'air qui va se faufiler dans ces fameux tuyaux-là. Ah, pourquoi il y a de l'air? Donc, c'est une belle réflexion. Il y en a pour qui la mixture en bas va devenir une potion magique. Donc, les enfants vont venir transporter de l'eau, ils vont vider, transvider l'eau récupérée, peut-être même de vos barils récupérateurs d'eau. Au niveau des couleurs, donc ils vont peut-être venir en mettant du colorant naturel, ça peut être le jus de betterave par exemple, ça va venir changer les couleurs, fait que peut-être ça va se ramasser brun à la fin. Peut-être vous allez trouver du bleu, vous allez trouver du jaune, puis ça va se ramasser vert, là, vous allez vous dire, ah, OK, qu'est-ce qui se passe? Donc c'est vraiment une belle réflexion. Puis encore là aussi, on va parler des trajectoires. Donc, ils vont peut-être aussi, ou même des vitesses. Les enfants vont mettre de l'eau en même temps. Pourquoi toi, l'eau va plus vite que moi? Fait que c'est vraiment des belles réflexions. C'est même aussi, c'est très libre. Donc, les enfants vont pouvoir venir, autant que si c'est pas collé sur la clôture, autant que si les enfants peuvent jouer avec dans une table d'eau, ou même dans un bac, des fameux bacs vaisselle, là, mettre de l'eau là-dedans. Super le fun, mais ça reste un jeu libre. Ça peut être intéressant. Le gain ultime de toutes ces combinaisons-là de matériel libre, on est vraiment dans la motricité fine. Donc, venir mettre les embouts, donc jouer avec l'eau, manipuler les petites tasses. Au niveau du langage, les couleurs qui vont peut-être se former, ils vont peut-être apprendre une nouvelle couleur. Au niveau cognitif, pourquoi ton eau à toi va plus vite que la mienne? Et on se pose ces questions-là. Au niveau social, donc, ça se peut qu'il joue avec un autre, là. OK, toi, tu vas mettre l'eau, puis moi, je vais mettre l'autre eau. Ça va pas arriver en même temps, vous savez, les jeux qu'ils ont ensemble. Mais c'est pour ça que c'est super pertinent, puis c'est pourquoi j'adore les tuyaux et entonnoirs. Et le dernier, c'est vraiment un coup de cœur. Pourquoi? Je vais vous l'expliquer, bien évidemment. C'est les fameux tubes en carton qu'on peut combiner aussi avec les cornières de protection. Les cornières de protection en carton, donc c'est tous des éléments là, qui se recyclent très facilement. Ils viennent sur les côtés des meubles. Souvent, les gens vont utiliser ça là, dans les usines pour emballer les meubles ou bien des ébénistes aussi pour venir protéger les vanités ou les caissons là, de cuisine. Fait que c'est ces fameuses cornières de protection en carton. Pourquoi je les aime beaucoup? Parce que les enfants peuvent les utiliser à toutes les sauces. Donc, autant venir avec les cornières, venir les déplacer la terre, le sable, autant qu'ils peuvent venir créer des glissades de différentes hauteurs. Ils peuvent les trimballer, venir les utiliser comme balance. Autant ils peuvent se faire des petits passages pour leur village. Puis les gros tubes, ça peut être intéressant aussi pour rouler, mais aussi peut-être pour l'écho. Donc, ce fameux écho qui va se créer. Interprétation personnelle, bien évidemment. Je vous donne des perspectives, mais tout ça est quand même dans les mains de l'enfant. Et même encore là, des fois, il nous invente plein de choses. Au niveau du schéma de jeu, donc ce que vous pouvez observer, ben, en fait, c'est tout dépendant de l'interprétation personnelle. Mais les enfants vont peut-être l'utiliser aussi pour le remplir. Donc, ils vont peut-être le remplir de matériel, de sable ou de terre, ou si vous avez du foin, ils vont peut-être le remplir de foin. Donc, ils vont peut-être le vider. Au niveau du transvidage, ils vont peut-être le rouler, puis là, ça va se vider un peu partout. Au niveau des formes, donc, ils vont peut-être pouvoir, avec la fameuse cornière de protection, vraiment venir créer des petites pyramides ou même au niveau du tube. Donc, ils vont peut-être venir réussir à mettre le tube, remplir, puis le lever. Peut-être qu'ils vont réussir à faire une belle structure. Même au niveau des trajectoires, des vitesses, les enfants peuvent utiliser pour mettre, comme je mentionnais, des balles, des pommes de pain ou tout ce qui roule. Donc, ça peut être intéressant. Tout ça reste toujours dans le jeu libre. Donc, les enfants vont pouvoir créer avec ce qu'ils veulent, puis même venir combiner les différents matériaux libres que je vous ai mentionnés.
Et tout ça reste aussi un gain pour l'apprentissage global. Donc, au niveau de la motricité globale, rouler ces fameuses ces fameux tuyaux-là, ça peut être intéressant. Ça peut être aussi intéressant avec les cornières, euh, parce que des fois, elles peuvent être longues, elles peuvent être plus petites. Donc, calculer qu'est-ce qui se passe aux alentours. Motricité fine, pourquoi? Peut-être qu'ils vont le combiner avec d'autres choses. Donc, s'ils remplissent ou même l'utilisation de petites balles, donc juste attraper la petite balle au niveau de la motricité fine, ça peut être intéressant. On fait toujours la combinaison au niveau du langage. Je fais la combinaison ici au niveau de direction et vitesse. Pourquoi ça va plus vite dans la cornière? Il y a des balles qui vont rentrer dans la cornière, il y a des ballons qui ne rentreront pas dans la cornière. Est-ce que ça rentre dans le tube de carton? Donc, il y a tout ça qui est possible. Au niveau cognitif, pourquoi la balle roule plus vite dans un que dans l'autre? Donc, ça aussi, ça peut être ça. Puis même au niveau social, juste le fait de rouler ça aussi, ça peut être un défi pour certains. Donc, ils vont peut-être demander, ils vont peut-être calculer aussi l'espace dans lequel ils vont le rouler ou ils vont apprendre qu'il y a d'autres gens, d'autres enfants dans l'environnement parce que c'est gros, donc ils ne peuvent pas jouer partout. Donc, ils vont essayer de peut-être développer des liens avec d'autres pour réussir à jouer dans l'environnement qu'ils veulent jouer. Donc, ils vont se trouver des stratégies. Donc, c'est ce qui conclut en fait vraiment les coups de cœur, la raison aussi pourquoi on fait cette tangente de trouver des alternatives des jouets à des pièces matériaux libres. Vous aurez compris que je n'ai pas pris un jouet puis je l'ai comparé avec un autre. J'ai plutôt présenté des éléments qui vont vous permettre de venir bonifier votre environnement, mais dans une tangente plus écologique, dans une tangente aussi développementale, au niveau aussi des apprentissages. Utilisez toujours pensez davantage si vous faites demain matin, vous utilisez, vous commencez à faire la transition du matériel libre polyvalent, votre jeu. Pardon, je recommence. Si vous commencez à faire la transition des jouets vers les matériaux libres polyvalents, facilement, on le fait un petit peu tous les jours, mais commencez avec peut-être ces coups de cœur-là, vous allez voir qu'est-ce qu'il y en est. Puis déjà là, ça va vous donner le goût de faire cette transformation-là ou cette transition-là, en fait. Prochain webinaire, la thématique reste à venir. Je suis encore en train de travailler sur la thématique. Donc, il va y avoir les deux prochains webinaires, en fait, mardi le 29 avril et mardi le 27 mai, toujours de 18h30 à 19h. Et puis après ça, ben, ça tombe le mois de juin. Puis le mois de juin, ben, c'est les vacances pour tous. Donc, on ne fera pas de webinaire pour ce moment-là. Et puis, on va reprendre au mois de septembre. Mais il en reste encore deux devant nous. Si jamais vous voulez vous inscrire, vous pouvez scanner directement le code QR pour vous abonner à l'infolette pour savoir ça va être quoi la prochaine thématique qui va être dévoilée sous peu. Puis si jamais vous avez des questions sur le webinaire, vous pouvez soit m'écrire à info@commercialnalueducation.ca. Puis sinon, ben, je vous remercie d'avoir participé ou bien même tout simplement regarder le webinaire. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée.